Et donc voilà, je lis The Amis et je me reprends une claque magistrale. Et voilà, ça m'a conforté dans l'idée que je devais lire des livres de business. Parce que c'était quelque chose qui me manquait en fait. Tu vois, j'étais autodidacte, j'avais cette fierté en fait de l'autodidacte, une fierté mal placée qui était de penser que j'étais tellement intelligent que j'avais pas besoin de me former puisque voilà, j'avais réussi sans diplôme, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, l'éducation c'était très important et qu'en plus on pouvait obtenir cette éducation à travers des livres qui coûtaient rien du tout. Je veux dire, un livre c'est 15, 20, 25 euros. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est rien du tout. J'ai compris qu'en fait, qu'avec une force vraiment, que les livres étaient l'un des moyens les moins chers qu'on avait de se connecter au plus grand cerveau du monde et voilà, et acquérir leur savoir, leur expérience. Et en plus, ce qui est génial, de se connecter aussi au cerveau de gens qui sont morts et parfois depuis longtemps et qui ont quand même énormément de valeur à nous apporter encore aujourd'hui. Voilà, donc ça m'a conforté. Du coup, je me suis mis voilà, je me suis dit, ok, je vais continuer à lire des livres de business, mais quoi lire aussi je me suis dit, il y a tellement de livres, comment choisir les meilleurs? Et je me suis mis à la recherche de listes de livres qui avaient été présélectionnés. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le Personal MBA, qui est en gros une liste à l'époque il y avait 77 livres, maintenant il y en a 99, c'est 99 livres dans 24 catégories différentes, dont le but est vraiment de vous apporter l'essentiel du savoir, de ce que vous devez savoir pour réussir dans le business, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que cadre. Tout à fait. Et voilà, c'est vraiment une liste extrêmement complète. Quand je dis 24 catégories, il y a vraiment tout. Il y a psychologie, communication, productivité, développement personnel, finance d'entreprise, etc. Enfin, c'est vraiment extrêmement complet. J'ai acheté les premiers livres que conseillait Josh Kaufman, le créateur du Personal MBA, je les ai trouvés excellents. Et je me suis dit, ok, cette liste de livres est géniale, mais je me connais. Je vais me dire, ok, j'ai envie de tous les lire, mais à un moment ou à un autre, je vais me démotiver, je vais arrêter, etc. Comment je pourrais faire pour me motiver et peut-être aussi en même temps créer un business à partir de cette idée de lire des livres, etc. Et c'est là où il y a eu une énorme ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête. Je me suis dit, mais bien sûr, ce que je vais faire, c'est créer un blog où je vais parler de ça. Alors, ça aura de multiples avantages parce que je vais lancer un blog. Ça sera sans doute, si ce blog marche, ça sera une plateforme pour moi ensuite pour avoir une entreprise sur Internet et vivre cette semaine de 4 heures qui me faisait tant rêver. Ça sera, comme je vais déclarer publiquement au monde entier mon projet et que je vais faire en sorte de promouvoir un maximum mon blog, ça va me motiver parce que voilà, personne n'aime avoir l'air bête et après avoir dit devant tout le monde, hey, j'ai ce super projet et que les gens nous disent, alors t'en es où? Non, j'ai rien fait, j'ai procrastiné. Voilà, personne n'a envie de dire ça. Le fait de proclamer, de clamer au monde un projet d'envergure, ça nous motive, c'est une bonne protection contre alors c'est pas une protection absolue, mais c'est quelque chose qui nous empêche de procrastiner. Et voilà, parce qu'on n'aime pas avoir l'air bête et qu'au contraire, on aime bien dire ah oui, j'ai progressé, j'ai réussi ça, etc. Et voilà, et puis en plus, je me suis dit, ouais, je vais lire des livres de business et je vais pouvoir appliquer dans mon entreprise au fur et à mesure. Enfin, c'était vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Et j'aime bien comme ça me lancer dans des projets où je suis gagnant sur plusieurs tableaux à la fois. Parce que comme ça, même si sur un des tableaux, ça ne s'avère pas si intéressant que ça, eh bien, je sais que je gagne sur d'autres tableaux. Et puis, on utilise vraiment un effet de levier maximal puisque par rapport à l'utilisation de mon temps, j'ai des multiples bénéfices. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer mon blog Des livres pour changer de vie, qui était parti sur cette idée de lire 52 livres du Personal MBA en 52 semaines et d'écrire un résumé, de publier un résumé sur le blog. Et c'est ça qui m'a vraiment fait démarrer sur Internet. Voilà, c'est mon premier blog à succès. Le début de l'aventure sur Internet. Voilà, c'est pas vraiment le début puisque mon premier blog était fin 2007, mais on va dire que c'est le premier blog qui a vraiment réussi. C'était mon troisième d'ailleurs. J'avais créé entre deux Habitudes Zen, qui propose des traductions d'un auteur américain que j'aime beaucoup, qui est Leo Babauta. Ce blog a bien marché, marche toujours bien aujourd'hui, mais il y a juste quelque chose qui ne me convenait pas, c'est que c'était pas ma voix. Alors j'adore Léo, j'adore ses articles, je suis ravi de le partager avec le public français, mais je voulais aussi un blog où je puisse m'exprimer personnellement. Et voilà, donc Habitudes Zen, Technosmart, c'était un échec complet. Habitudes Zen, un semi-succès ou un semi-échec, ça dépend comment on voit les choses. Et Des livres pour changer de vie était vraiment mon premier succès, donc c'était mon troisième blog. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui ont essayé avec un blog et qui se sont plantés, mais c'est pas grave. Moi, voilà, ça m'a pris 3 fois avant de faire un blog qui vraiment marche et qui me plaise. Donc, ta voix qui correspondait à ton style et à tes aspirations. Exactement. Donc ça ne s'est pas fait en un jour. Si vous vous lancez dans le blogging, ça ne va pas se faire en un jour. Votre premier blog, ça
sera peut-être un échec, mais vous aurez aussi appris énormément. Et il faut savoir rebondir là-dessus et vous lancer dans un autre domaine, tout simplement. D'accord. Alors, entre ton ancienne vie d'entrepreneur et cette nouvelle vie d'entrepreneur, Oui. quels sont les changements que tu as pu avoir dans ta vie de tous les jours? Alors, c'est une très bonne question. Donc, la transition s'est faite progressivement. En fait, j'ai commencé à lire énormément de livres sur la productivité personnelle et puis sur finalement comment réorganiser sa vie pour être plus productif et passer moins de temps sur tout ce qui est inutile. La semaine de 4 heures est très fort là-dedans. Et du coup, j'ai commencé à diminuer en fait le temps de travail dans mon entreprise. Et alors déjà, j'ai fait quelque chose qui m'a mis aussi une énorme claque. J'ai fait l'analyse 20-80 de mes clients, à savoir, j'ai sorti les chiffres de mon logiciel de gestion commerciale et j'ai regardé quel était le pourcentage de clients qui m'apportaient à peu près 80% de mon chiffre d'affaires. Et alors c'est incroyable parce que le résultat est quasiment identique au 20-80 puisque j'ai vu que 17% de mes clients m'apportaient 81% de mon chiffre d'affaires. Et bon, alors je savais bien sûr qu'il y avait des clients qui me rapportaient plus que d'autres, mais jamais je n'aurais eu idée que c'était à ce point-là. Ça m'a vraiment mis une claque énorme. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tous les clients qui sont vraiment en bas de la file, enfin en bas de la liste, je veux dire, je peux m'en débarrasser, ça n'aura aucune incidence sur mon entreprise. Donc déjà, j'ai commencé à me séparer de tous les clients que j'estimais casse-pieds, qui n'étaient pas dans le 17-81. Et en fait, j'ai remarqué d'ailleurs, chose étonnante, mais en fait, c'est pas si étonnant que ça, qu'il n'y avait aucun client casse-pied dans les 17%. Non, paradoxalement, non. Oui, c'est ça. Donc, en fait, très rapidement, je me suis séparé de tous les clients casse-pieds. Déjà, ça a été énorme pour ma vie personnelle. C'était beaucoup moins stressant. Le boulot était beaucoup plus agréable. Ça, si vous avez l'occasion de le faire, allez-y, faites un test. C'est vraiment énorme. Voilà, je veux dire, l'entrepreneur que j'étais un an avant ça aurait trouvé que c'était une hérésie de faire ça. Mais ça a été une des meilleures choses que j'ai pu faire pour mon entreprise. Et après, j'ai analysé en fait ces 17% et j'ai essayé de les répliquer en fait, tout simplement de trouver des clients exactement dans ce profil-là. Ce qui a augmenté la rentabilité de l'entreprise sans augmenter de manière énorme en fait le temps de travail. Et pareil, j'ai fait la même chose avec les produits, on peut faire la même chose avec les produits. Et puis voilà, je ne me rappelle plus de la répartition exacte, mais il y avait un petit pourcentage de produits qui amenait la plupart des bénéfices. Et donc pareil, il faut savoir se focaliser là-dessus et répliquer ce genre de choses. Bon, bref, donc déjà j'ai fait une analyse 20-80. Et puis, j'ai commencé à diminuer l'activité maintenance et dépannage. J'avais une activité aussi de développement logiciel qui s'était développée. J'avais à l'époque 2 employés et j'ai beaucoup boosté cette activité-là. On travaillait notamment pour Peugeot, on développait des logiciels pour des filiales commerciales de Peugeot. Et voilà, c'était quelque chose qui était moins stressant, où il y avait moins de dépannage urgent à faire. C'était plus sympa. Donc, j'ai commencé à faire basculer la boîte plus sur le développement logiciel. Et donc, tout ce temps que je dégageais me permettait de me consacrer à mon blog et puis à mes lectures et aussi je me formais sur tout ce qui était blogging, etc. Voilà, c'est là aussi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se passait sur le web anglo-saxon. J'ai compris qu'ils étaient largement en avance sur nous et que voilà, c'est là que j'ai commencé à me former. J'ai acheté ma toute première formation en ligne sur Internet, je me rappellerai toujours, c'était la formation d'Yaro Starak. Alors elle est plus en vente aujourd'hui, de toute façon elle serait un petit peu obsolète, c'est en 2008, mais c'était une formation qui ça coûtait je crois 350 ou 400 $. Je me rappellerai toujours, je lisais cette page de vente, je me disais est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Est-ce que je vais le faire ou pas? Mais ça a l'air quand même super intéressant et puis il y a ces témoignages et tout ça. Et je me remercie aujourd'hui vraiment de l'avoir fait parce que ça m'a donné les premières bases pour bien bloguer et de ne plus faire les erreurs que j'avais fait avant. Voilà, même si après, bien sûr, j'ai beaucoup dépassé tout ce qui était dans cette formation. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que je gagne un peu plus que Yaro Starak. J'ai discuté avec lui récemment. Ouais. Mais voilà, en tout cas, on est à des niveaux quasiment équivalents. Mais c'est bon, il m'a aidé à démarrer. Voilà. Et puis, j'ai commencé à lire des blogs anglo-saxons, à acheter des formations, etc. Et c'est comme ça que je me suis formé au départ, plus tous les livres du personnel MBA. Et voilà. Puis quand j'ai vendu mon premier produit, c'était Agir et réussir, c'était 15 mois après la création des livres pour changer de vie. On a fait un petit lancement orchestré interne sur une petite liste de 300 personnes parce que j'ai créé ma première liste email un mois avant mon premier lancement, chose qu'il ne faut pas faire, il faut la créer dès le début du blog. J'ai perdu des milliers d'abonnés avec ça, mais c'est pas grave. Et voilà, je suis passé d'un seul coup d'un chiffre d'affaires de 300 € par mois, qui venait essentiellement de commissions Amazon et un peu d'AdSense, à 3000. Waouh!
du jour au lendemain. Et j'ai fait, c'est incroyable, ça y est, je suis blogueur professionnel, je gagne un vrai revenu. Et donc après, on a fait un lancement public des GRECM où là, le chiffre d'affaires est passé à 14 000 euros par mois. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je me sépare de mon entreprise initiale. Et voilà, en fait, je l'ai séparé en 3 éléments. J'ai revendu les portefeuilles clients à trois entreprises différentes. Et c'est comme ça que je suis parti pour la première fois hors d'Europe, en allant un mois dans des îles du Pacifique. Ouais. C'était la première fois que je sortais d'Europe, la première fois que je prenais des vacances de plus d'une semaine en 10 ans. Et j'ai pu faire ça parce que ma boîte n'était pas encore entièrement vendue, mais j'avais vendu le principal qui me demandait plus de temps. Et j'étais heureux. Comme tout, c'était incroyable. C'était génial. Puis les îles du Pacifique, c'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. C'est magnifique. Excellent. Et aujourd'hui, à quoi ressemble ta routine dans la journée? Maintenant que tu es branché sur la partie Internet, à quoi ressemble la journée type d'un blogueur professionnel comme Olivier Roland? La journée type varie vraiment en fonction de est-ce que je voyage, est-ce que je suis en train de voyager ou est-ce que je suis chez moi. C'est vraiment différent parce que quand je voyage, forcément, il y a une grosse partie du temps qui est consacrée à visiter les alentours, etc., rencontrer des gens, enfin, tout ce qu'on fait quand on voyage. Et je voyage quand même pas mal de temps, hein. Je suis à peu près à 5 à 6 mois à l'étranger par an. Donc c'est vraiment énorme. Alors là, actuellement, on est à Paris, mais c'est pas ma ville, la ville où je vis, la ville où je vis, c'est Lille. Donc je considère que c'est un voyage ici. En fait, tous les ans, je pars 3 mois. C'est bon, j'ai décidé, je pars 3 mois à l'étranger. Alors cette année, c'est Paris, l'étranger. Bref, et à côté de ça, je fais plein de petits voyages de 15 jours, 3 semaines, un peu partout. Donc la routine que j'ai quand je suis à Lille, c'est que je me lève déjà tout simplement, évidemment. Je vais faire un peu de sport. Alors, est-ce que tu te lèves tôt ou alors est-ce que tu te lèves à une heure normale? C'est variable, mais en général, non, je me lève plutôt entre 8 et 9 heures, tranquillement. Moi, j'ai pas d'obligation. Alors, il y a ma copine qui, elle, bosse à côté, donc elle se lève plutôt vers 8 heures, donc souvent je me lève avec elle. Mais ça m'arrive de rester au lit si je suis fatigué, etc. Donc ça, non, ça c'est génial. Je veux dire, on n'a pas d'obligation en termes d'horaire, ça c'est clair. Donc voilà, je fais un peu de sport, méditation, j'essaie d'en faire tous les jours. Alors parfois j'en fais pas, hein. Mais méditation, ça c'est super. Hein, c'est plein d'effets bénéfiques prouvés de manière scientifique. Et puis voilà, je commence à travailler vers entre 10 et 11 heures, ça dépend des jours. J'essaie de faire des tâches vraiment importantes. Donc, conseil, ne commencez jamais par vos emails. Alors parfois je craque, je commence par mes emails, mais j'essaie vraiment de ne pas le faire parce que ce n'est pas la priorité. Très honnêtement, il y a beaucoup trop de gens qui scannent, enfin qui vont checker leurs emails beaucoup trop de fois dans la journée. Et ça tue la productivité de manière vraiment forte. Donc je vais commencer à travailler. Donc je peux faire des tas de choses. Hein, écrire un article, si j'ai envie de parler d'un article. Je peux, alors si j'ai reçu des articles invités, le mettre en forme et publier. J'ai une responsable éditoriale maintenant qui valide l'article d'abord, qui s'assure que tout est OK par rapport aux règles de l'éditorial. Mais après, je fais encore aujourd'hui la mise en forme finale avant de le publier, mais ce n'est pas grand-chose. Je vais éventuellement discuter avec des partenaires, faire des interviews, par exemple. Bon, voilà. Après, est-ce que c'est vraiment du travail là, par exemple? Est-ce que je considère que c'est du travail? Enfin, je veux dire, on n'est pas là, je suis à grosse goutte et en se disant mon Dieu, quand est-ce que ça finit, tu vois? On n'est pas là à regarder notre monde, c'est vraiment quelque chose de plaisant, c'est juste une discussion finalement intéressante. Tu fais un partage. Voilà, c'est un partage. Donc après, il y a travail et travail. La limite est vraiment floue et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans mon cas, au final, on n'a plus vraiment cette distinction, enfin, on n'a pas autant cette distinction entre travail et non-travail parce que finalement, ça fait vraiment partie de notre vie en fait. Et là, voilà, les interviews, ça fait partie de ma vie, j'en fais quand même assez régulièrement. Et on pourrait considérer que c'est du travail, mais en même temps, c'est plaisant, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, voilà. Donc, c'est pas facile de dire est-ce que je travaille ou pas. Mais en tout cas, je fais essentiellement ce qui me plaît aujourd'hui. Il y a très peu de choses que je fais de manière obligatoire alors que ça ne me plaît pas. La plupart de ces choses-là, je les ai externalisées. Hein. J'ai des prestataires qui travaillent pour moi. Donc voilà. Alors, donc le matin, je travaille un petit peu. Je peux travailler l'après-midi. Je vais aussi en profiter pour faire des activités. Par exemple, à Lille, je prends des cours de pilotage et j'essaie de prendre en général 4 à 5 cours de pilotage par semaine, donc quasiment tous les jours. Hein. Ça prend déjà 2-3 heures par après-midi. Ça, c'est génial. J'adore ça. Piloter un avion, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Puis après, je peux faire d'autres choses, hein, aller faire du sport, voir des amis, etc. Enfin, voilà. Donc en moyenne, je travaille entre 20 et 30 heures par semaine, c'est variable. Il y a des moments de l'année où je travaille vraiment beaucoup, c'est pendant les lancements orchestrés, ça c'est clair, c'est beaucoup de travail. Il y a des moments dans l'année où je travaille vraiment pas beaucoup.
notamment quand je voyage en mode vacances. Là, c'est clair que si je travaille 1 heure par jour, c'est vraiment énorme. Hein. Là, c'est waouh quoi. C'est plutôt 20 à 30 minutes en général de choses indispensables à faire. Et je travaille d'ailleurs à m'enlever des processus le plus possible encore. Donc voilà, c'est beaucoup de voyages, c'est pas trop de travail, c'est beaucoup de travail plaisant. Enfin voilà, je vis vraiment mes passions et c'est vraiment extraordinaire. Excellent. Ouais. Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que tu avais croisé des personnes qui t'avaient aidé à démarrer. Tu as parlé également le fait de justement accéder à la connaissance de personnes à travers des livres qui sont vivants ou pas vivants d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et je vais arriver au point de l'importance d'avoir un mentor. On en a parlé également pour les créateurs d'entreprise, l'importance de se faire accompagner. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler de qui sont tes mentors et en quoi aujourd'hui les mentors te permettent d'aller un peu plus loin dans ce que tu vis aujourd'hui? Alors après, il faut voir si dans mentor, on estime que les mentors, c'est juste les personnes avec qui on a un accès direct et qui, on va dire, vont nous mentorer, nous coacher par mail ou en discussion, ou c'est aussi les gens qui ont un impact sur nous à travers les livres. Bon, pour moi, j'ai des mentors qui m'ont touché quasiment uniquement par les livres. Mon premier, évidemment, ça a été Steve Pavlina, si on veut. Plus maintenant, hein, mais avant Steve Pavlina. Tim Ferriss, évidemment, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Je lis tout ce qu'il écrit, je regarde quasiment toutes ses vidéos. Je suis un petit peu un fanboy sur Tim Ferriss, il faut le dire. Mais il m'a apporté tellement énormément, il continue à m'apporter. Donc voilà, Tim Ferriss. Jeff Walker, donc je fais partie de c'est l'aventure de la Product Launch Formula, autrement dit du lancement orchestré, puisque c'est cette méthode qui m'a permis vraiment de monétiser mon blog. J'ai essayé plein de choses et vraiment, c'est la méthode la plus efficace pour générer un chiffre d'affaires équivalent à celui d'une vraie entreprise. Voilà. Donc c'est vraiment la méthode la plus efficace pour gagner de l'argent sur Internet pour l'instant que j'ai trouvé. Vraiment incroyable la puissance de cette formule. Et voilà, donc Jeff Walker, je suis parti de son groupe Mastermind et c'est un mentor pour moi. Il m'a apporté énormément. Et il y a aussi tous ces entrepreneurs qui sont dans le groupe Mastermind avec moi et on s'apporte tout. Alors, c'est pas vraiment des mentors, c'est plutôt des pairs. Et ils m'apportent énormément aussi. Moi, je recommande vraiment à tout le monde de créer, si vous n'êtes pas dans un groupe Mastermind, d'en créer un ou d'en intégrer un. Tout simplement des personnes qui sont dans la même démarche que vous, alors pas forcément dans le même domaine hein, mais qui sont entrepreneurs, blogueurs, etc., qui ont le même objectif que vous et ça va vraiment être un support extraordinaire de motivation, de ressources quand vous avez des problèmes, d'échanges, etc. C'est vraiment quelque chose de très important. Vous avez une tribu en fait qui vous soutient, qui vous aide et à qui vous apportez aussi de la valeur. Et ça fait toute la différence du monde dans votre succès. Voilà. C'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui connaît la réussite, du succès, et l'entrepreneur qui reste dans son coin, un peu isolé et qui pense qu'il va pouvoir réussir tout seul. Il y en a qui arrivent à avoir un certain succès comme ça, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile, que les chances sont moindres. Et moi, j'ai été un entrepreneur isolé pendant des années et je pense que ça m'a fait beaucoup végéter et que j'aurais pu me développer de manière beaucoup plus importante si ça n'avait pas été le cas. Alors justement, à ce propos, si tu étais sûr de ne pas échouer, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question. Merci. Si j'étais sûr de ne pas échouer. Alors, il faut savoir que je suis un entrepreneur, je suis quelqu'un que je pense qui aime dépasser les limites et qui sait prendre des risques. Mais ça ne veut pas dire évidemment que je connais absolument pas la peur, c'est clair. D'ailleurs, tous les entrepreneurs connaissent la peur, c'est juste qu'ils savent prendre des risques mesurés, pas des risques démentiels, hein, ce n'est pas non plus des kamikazes, mais des risques mesurés par rapport aux bénéfices qu'ils en attendent. Mais je peux parler d'un cas concret, ça fait un peu plus d'un an, je crois, un an et demi que je dis que je vais écrire un livre sur l'entrepreneuriat. Et j'ai fait le bilan récemment des 4 ans des livres pour changer de vie et je disais qu'à ma grande honte, j'avais procrastiné ce projet puisque j'avais mis l'année dernière, voilà mon projet pour la 4e année de des livres pour changer de vie, c'est de publier un livre sur l'entrepreneuriat. Et j'ai à peine commencé le plan aujourd'hui. Donc j'ai dit à ma grande honte, j'ai procrastiné mon projet de livre. Alors que voilà, j'explique aussi, j'enseigne aux gens comment ne pas procrastiner, etc. Mais pour moi, c'est pas contradictoire. Je veux dire, je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt bon pour lutter contre la procrastination et savoir agir, mais ça ne veut pas dire que je suis parfait, que je suis complètement immunisé contre ça. Et là, en l'occurrence, je pense que j'ai bien identifié le fait que j'ai procrastiné pour mon livre et je pense qu'une des raisons, c'est que ça me fait peur. C'est quelque chose qui me fait peur parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'ai peur d'échouer.
dans ce livre-là. Donc c'est très important d'en avoir conscience. C'est tout à fait normal d'avoir peur d'échouer quand on a quelque chose comme ça qui vous tient vraiment à cœur et qui est un projet d'envergure pour vous. Ça ne sert à rien de le nier parce que vous allez procrastiner davantage. Donc j'en ai conscience maintenant et je suis en train de mettre en place toutes les techniques que je connais pour m'empêcher de procrastiner. Donc ça va être déjà que je vais signer le contrat avec l'éditeur. Là, on s'est mis d'accord sur tout. Donc dans la semaine, ça va être signé le contrat avec l'éditeur avec une date limite bien fixe pour la livraison du livre. Donc déjà, je m'engage. En plus, ils vont me donner une avance. Donc voilà. Ensuite, il y a... je vais écrire un article, déjà j'en parle dans les vidéos, tu vois. Voilà, je fais vraiment un engagement public par rapport à ça. Je vais faire la même chose que j'ai fait pour mon projet de lire plein de livres. Je vais en parler sur mes blogs, je vais envoyer des mails sur le sujet, je vais dire à tout le monde, hey, ça y est, j'ai commencé à écrire mon livre, c'est parti, il doit être fini pour telle période et tout ça. Voilà. La même chose que ce que je vous disais au début de la vidéo, je vais faire un engagement public et ça va m'aider à ne pas procrastiner parce que j'ai pas envie de dire après tout le monde, non désolé, j'ai encore procrastiné, non, non, ça j'ai vraiment pas envie que ça arrive encore. Et puis voilà, puis d'autres choses encore pour me motiver, voilà. Donc si j'avais peur de rien, j'aurais déjà écrit mon livre. C'est pour répondre à ta question. C'est la réponse. Voilà, c'est la réponse à ta question. Et le corollaire, c'est que vous aurez beau être le meilleur entrepreneur du monde, vous aurez toujours eu peur de certaines choses. Ça vous arrivera encore de procrastiner sur certains projets. C'est pas grave, c'est normal. Vous êtes imparfait, il n'y a aucun problème. Simplement, prenez-en conscience. Il y a un moment, mettez en place toutes ces techniques, toutes ces astuces que vous connaissez pour ne plus procrastiner. Reconnaissez que vous avez peur, c'est pas grave. Et même d'ailleurs, si comme moi, vous enseignez aux gens à ne pas procrastiner, c'est pas parce que vous faites ça que vous êtes vous devez être parfait tout le temps. Voilà. D'accord. Et si tu avais un dernier message à faire passer, oui, lequel serait-il? Un appel à l'action ou simplement un conseil? Un conseil, par exemple. D'accord. Alors, le conseil que je vais donner, alors tu sais, je demande toujours, moi je fais beaucoup d'interviews aussi, j'interviewe des gens et je demande toujours à la fin quel est le conseil que vous donneriez aux débutants, etc. Et quasiment tout le temps, le même conseil revient et c'est celui que je vais donner aussi parce que je pense que c'est là où malheureusement la majorité des gens s'arrêtent. Ouais. C'est tout simplement que c'est bien de lire des articles, de regarder des vidéos. Si vous avez regardé l'interview jusqu'au bout, franchement bravo. À mon avis, il y a plein de gens qui se sont arrêtés avant parce que c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est que ça montre que vous êtes intéressé, vous êtes vraiment motivé par le sujet. Donc c'est bien. S'intéresser à ça, se former, c'est une bonne chose. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'appliquer tous les concepts que vous apprenez. Et ça, malheureusement, il y a énormément de personnes qui lisent des dizaines de blogs, qui regardent des tas de vidéos, qui achètent des formations parfois très chères. D'ailleurs, j'en vends des formations très chères et qui n'appliquent rien. Qui n'applique absolument rien. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de formule magique comme ça où il vous suffit de regarder un article, de lire un article, de regarder une vidéo, d'acheter une formation pour avoir des résultats. Ce qu'il faut évidemment, c'est ces connaissances les transformer en actions concrètes, spécifiques. Sinon, scoop, il ne se passera absolument rien dans votre vie. Ça paraît évident et ça l'est, mais je sais que malheureusement, pour la majorité des personnes qui ont regardé ces vidéos jusqu'au bout, elles n'en feront absolument rien. C'est vraiment dommage, c'est un gros problème. Et d'ailleurs, il suffit de regarder dans n'importe quel domaine, ne serait-ce que les livres. Tous les livres de non-fiction qui sont sortis, la semaine de 4 heures a dû se vendre à plus de 500 000 exemplaires. Je veux dire, quel est le pourcentage des gens qui ont acheté la semaine de 4 heures, qui ont vraiment, concrètement, fait quelque chose en relation avec ce livre? À mon avis, il est très faible, très très faible. Et c'est pareil pour tout. D'ailleurs, il vous suffit de faire n'importe quelle activité, je ne sais pas moi, de la salsa, si vous prenez des cours de théâtre, si vous allez dans une salle de sport. Au début de l'année, il y a toujours beaucoup plus de personnes qu'à la fin de l'année. C'est comme ça. Donc c'est bien de démarrer une activité, mais c'est beaucoup plus facile de démarrer une activité que de la continuer. Voilà. Et en fait, il y a ces 3 étapes qui sont universelles, qui est d'abord le démarrage, où on a cette phase d'excitation, de découverte, où on est vraiment tout feu, tout flamme, parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau, d'intéressant, etc. Tout le monde, et il y a plein de gens qui sont accros à cette période-là. Et d'ailleurs, ça les conduit à se disperser, parce que après vient la deuxième période, où là, par contre, la motivation retombe. On n'a plus cet attrait de la découverte, on a vu ce que c'était, et on commence à pédaler dans la semoule parce que voilà, on donne beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. C'est là où on arrive à des paliers, etc. Des phases de plateau. Voilà, des phases de plateau où on a vraiment l'impression de se dépenser beaucoup et les résultats sont faibles, voire négatifs. Et surtout quand on voit les gens qui sont un peu plus expérimentés que nous, qui eux, pour eux c'est très facile, ça peut nous décourager. Ça, c'est la traversée du désert. C'est là où la majorité des gens s'arrêtent et échouent. Et du coup,
comme il y a beaucoup de ces personnes qui sont aussi accros à la phase à l'excitation, l'adrénaline, l'euphorie de la découverte, vont se lancer dans une autre activité. Et elles n'arrêtent pas de papillonner comme ça, de se lancer dans plein de trucs. Et c'est aussi le cas quand vous allez acheter plein de formations, regarder plein de vidéos, suivre plein de blogs, etc. Vous avez toujours ce truc de la découverte tout le temps, mais qui vous empêche d'approfondir vraiment ce que vous apprenez. Et il faut vraiment, vraiment vous accrocher pour dépasser cette traversée du désert, parce qu'après vient la récompense. C'est là où vous commencez à vraiment bien maîtriser ce que vous faites, à avoir des résultats, et là où l'énergie que vous dépensez vous amène de plus en plus de résultats. En fait, c'est un peu comme une voiture. Au début, quand vous êtes en première, ça gaspille énormément d'essence pour aller à pas grand-chose, mais il faut démarrer. Et plus vous passez les vitesses, et plus vous avez un bon rapport entre énergie dépensée et vitesse. Et c'est exactement la même chose dans toutes les activités. Et quand vous arrivez à vraiment maîtriser votre domaine, eh bien là, c'est là où tout est fluide en fait. Vous avez très peu d'énergie à dépenser pour avoir beaucoup de résultats. C'est là où j'en suis aujourd'hui dans le blogging, mais ça ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà, je vous encourage vraiment, quand vous vous lancez dans quelque chose, à appliquer, à vous accrocher. Et un jour ou l'autre, vous en récolterez les fruits. Donc le secret, c'est la persistance et s'accrocher, comme tu le dis. Être persistant et surtout, d'abord appliquer et ne pas juste papillonner dans tous les articles, les vidéos, etc. Et ensuite s'accrocher. Voilà. Mais alors, après s'accrocher, il faut y a s'accrocher. Par exemple, quelqu'un dont le blog ne marche vraiment pas alors qu'il fait tous les efforts possibles, ça ne veut pas dire s'accrocher sur ce blog-là, ça veut dire ok, maintenant je vais créer un deuxième blog. Alors voilà, il faut savoir réfléchir, c'est pas forcément évident, il n'y en a jamais de certitude absolue, mais voilà, s'accrocher en tout cas dans ce domaine général et dans cette envie de réussir et voilà. Excellent. Merci pour ta générosité, merci pour ce partage. J'invite tous les visiteurs à aller jeter un œil à ton blog, donc des livres pour changer de vie, de manière à justement pouvoir bien prendre connaissance de ces fameuses chroniques qui sont toujours d'actualité. Merci beaucoup Olivier, puis merci à toi. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.